Evening News. Le programme national de l'initiative Spotlight a tenu une conférence à la Faculté des sciences économiques et de gestion FSEG sur la violence basée sur le genre. Des précisions assurent dans ce journal. Présentation du nouveau mandat de la MINUSMA et le renforcement du soutien au plan d'action du gouvernement. C'était au cours d'un atelier à Bamako. À l'international Zambie, à Lusaka précisément, l'opposition rase des murs. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. Ce matin, le programme national de l'initiative Spotlight a tenu une conférence à la Faculté des sciences économiques et de gestion FSEG. Objectif, prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux filles au Mali entre 2018 et 2022. Adama Sanogo pour le compte-rendu. Le programme national de l'initiative Spotlight Prévention et réponse aux violences faites aux femmes et aux filles a pour objectif de protéger les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Au Mali, cette année, les chiffres annoncés sur les VBG sont alarmants. Toutes les 2 heures, au moins une femme est victime ou une fille est victime de violences basées sur le genre. Les statistiques démontrent que de janvier 2021 à juin 2021, cette année, 3744 cas ont pu être recensés. Imaginez, sans le mougnou et le sabali, tellement de victimes gardent le silence, tellement de parents de victimes gardent le silence. Si toutes les victimes et survivants se mettaient à parler, où en seront ces statistiques? 3744 cas en 6 mois. Ça fait 20 cas au moins par jour et 1 cas au moins toutes les 2 heures. Pour mettre fin à ce fléau, les autorités maliennes se disent engagées. La protection et la promotion de la femme et de la fille restent une démarche constante dans la politique du gouvernement malien depuis les premières heures de l'indépendance. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ne saurait donc être considérée comme une mobilisation temporaire pour faire face à une situation conjoncturelle difficile. Elle doit s'inscrire dans la durée et traduire une volonté politique de veiller en permanence au risque de déchirure sociale. Après une conférence animée par 3 conférenciers sur les violences faites aux femmes et aux filles, les étudiants présents affirment avoir tiré beaucoup d'avantages. Là, moi, j'ai beaucoup appris. Tout ce qui est basé sur la violence faite aux femmes et aux filles, là, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement, moi, une fille et une étudiante aussi. À travers ce genre d'initiative, vraiment, on va dégager le mot violence dans notre société, surtout par rapport à l'égard de la femme et aux filles. À rappeler que sur le continent africain, seulement 8 pays, notamment le Mali, le Niger, le Nigeria, le Libéria, bénéficient du programme Spotlight. Toujours dans le cadre de la violence basée sur le genre, une conférence sur les violences faites aux filles a eu lieu hier dans l'amphithéâtre de l'université de Ségou. L'objectif de cette activité était de sensibiliser la population sur les conséquences de cette violence et de discuter des mesures à prendre pour y mettre un terme. Plusieurs acteurs ont pris part à cet événement, notamment le représentant du gouverneur de la région de Ségou, le maire de la commune de Sébougou, le recteur de l'université de Ségou, le représentant de l'Union européenne et celui de la société civile, entre autres. Cet événement, initié par Spotlight et financé par l'Union européenne, a été animé par Madame Koumba Ba Traoré, animatrice. L'Algérie veut reprendre l'initiative en matière de lutte contre le terrorisme. Elle organise à partir de ce mardi 10 août et ce pendant 2 jours une conférence sécuritaire au Sahel. Des responsables politiques et sécuritaires des 5 pays subsahariens, à savoir le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, sont invités à cette réunion qui se tient en présence des responsables de la mission onusienne au Mali ainsi que d'une délégation de l'Union africaine. Cette conférence est organisée par le Centre africain des études sur le terrorisme à Alger sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Elle se penchera sur les dossiers des trafics transfrontaliers du terrorisme et de la migration clandestine. Alger se concentre aujourd'hui sur 2 dossiers, le Mali et la Libye, source d'inquiétude pour les pays de la région. Toujours dans le cadre de la sécurité entre Karangana et Kouri, dans la région de Koutiala, des individus armés non identifiés sur des motos ont enlevé 2 véhicules en direction de Yorosso. L'incident s'est produit ce lundi 9 août 2021 aux environs de 8 heures.
Selon des sources locales, ils sont susceptibles d'être des radicaux. Un des véhicules aurait été brûlé dans leur fuite. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais dans les titres, présentation du nouveau mandat de la MINUSMA et le renforcement du soutien au plan d'action du gouvernement. C'était l'objectif d'un atelier présidé hier par le gouvernement du Mali à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. Oumou Makalou, Abdoulaye Konimba Konaté et Moussa Temine pour le compte-rendu. Cet atelier de présentation intervient au lendemain de l'adoption de la résolution 2584-2021 qui a renouvelé le mandat de la mission des Nations Unies au Mali. Mais nous devons comprendre que la MINUSMA ne définit pas son mandat. Le mandat de la MINUSMA est déterminé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons eu beaucoup de discussions depuis plusieurs années avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la mission puisse disposer d'un mandat fort, robuste, qui puisse lui permettre de faire son travail en répondant aux menaces sur le terrain. À la tête d'une importante délégation comprenant les principaux responsables de la MINUSMA, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MINUSMA, El Gassim Wan, classifie les objectifs de cet atelier. L'objectif poursuivi est triple. D'abord, mieux cerner les synergies existantes entre le plan d'action du gouvernement et le mandat de la MINUSMA. Ces synergies sont nombreuses. Ensuite, clarifier nos attentes respectives pour promouvoir la nécessaire unité de pensée et la responsabilisation mutuelle. Enfin, convenir d'actions spécifiques pendant la période restante de la transition en ayant à l'esprit l'importance que revêt leur synchronisation comme condition essentielle pour leur imprimer l'efficacité attendue. Pour le ministre de la Défense et les anciens combattants, le renouvellement de la mission onusienne au Mali intervient à un moment crucial de l'histoire du pays où il a le plus besoin du soutien des forces internationales qui travaillent d'arrache-pied pour la stabilité et le retour de la paix au Mali. Cet atelier se tient à un moment où notre pays, le Mali, se trouve confronté à la plus grande, terrible des épreuves de son histoire contemporaine. Nos forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces internationales sur le terrain, ne ménagent aucun effort pour contenir l'ennemi. Leur bravoure est parfois poussée jusqu'au sacrifice ultime. Par ailleurs, mis à part l'identification des actions spécifiques à entreprendre, cet atelier doit découler de la mise en place des mécanismes de coordination des actions du gouvernement et de la mission onusienne. À présent, le dossier de la rédaction qui nous amène à la découverte des maraîchers de l'ACI 2000. Les maraîchers du quartier Amdalaï ACI 2000 font face à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles l'urbanisation rapide et incessante. Nous les avons approchés pour connaître davantage leurs ressentis par rapport à toutes ces difficultés. Suivez donc cet élément d'Issa Sissé. Cette vieille maraîchère qui a voulu rester dans l'anonymat exerce ce métier il y a plus d'une vingtaine d'années. Depuis ses débuts jusqu'à maintenant, elle avoue être confrontée souvent à des problèmes de terre et bien d'autres. Nous avons des problèmes de terre et d'outils de travail. Certains propriétaires nous laissent exploiter leurs parcelles pendant quelques temps, mais dès qu'ils en auront besoin, ils n'hésiteront pas à nous faire dégager. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Nombreux sont parmi elles qui changent d'endroit très fréquemment à cause des propriétaires. On nous chasse tout le temps lorsqu'un propriétaire veut travailler sur son terrain. Nous sommes obligés de nous en procurer un autre. Or, ici, les terres ne sont pas faciles à avoir. C'est vraiment notre difficulté majeure. C'est vrai que nous recevons souvent une certaine somme pour le dédommagement, mais c'est très peu pour que nous en sortions. Pour l'agence de cession immobilière ACI 2000, le problème se situe plus au niveau des propriétaires des parcelles. La directrice commerciale de l'agence nous explique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces personnes occupent des terrains qui effectivement ne leur appartiennent pas. Et donc qui n'appartiennent également pas à l'ACI puisque nous les avons vendus. Ils occupent donc des propriétés privées
Et cela peut se faire de concert avec le propriétaire ou, comme il arrive très souvent, cela peut se faire sans le consentement du propriétaire, qui, le jour où il souhaite jouir de sa parcelle, forcément va vouloir la récupérer et donc demander aux occupants de partir. Une situation difficile pour cette partie de la population qui vit très souvent la peur au ventre, car pouvant être expulsés à tout moment. Certains n'ont d'autre choix que d'espérer sur leurs enfants, victimes eux aussi du taux de chômage grimpant. À présent, l'image du jour consacrée au lion blanc. Le lion blanc est une forme mutante du lion de la sous-espèce Panthera leo-krugeri. Il ne s'agit pas d'une sous-espèce séparée. On le croise occasionnellement dans les réserves naturelles d'Afrique du Sud et il fait l'objet d'élevage sélectif dans les eaux du monde entier. L'allèle responsable de la mutation est récessif, si bien que le lion blanc reste rare dans la nature et que seul un couple de lions blancs peut avoir des lionceaux blancs à coup sûr. Il arrive souvent que les lionceaux blancs naissent des lions normaux. La plus grande population de lions blancs se trouve dans les eaux où ils sont élevés dans le but de perpétuer leur couleur, ce qui présente des risques de consanguinité. Les premières observations de lions blancs remontent à 1928 et au début des années 1940. En 1959, un clan avec 2 lionceaux blancs fut observé près de Chokwan dans le parc national de Kruger en Afrique du Sud avant de disparaître. Les lions blancs ne sont pas atteints d'albinisme. Leur mutation est appelée le cystisme, qui donne à leur fourrure une couleur variant du blond au blanc presque pur. Cependant, cette couleur donne aux lions un désavantage dans la nature car elle les rend plus visibles aux yeux de leur proie. Selon les croyances africaines, le lion blanc est divin et croiser sa route porte bonheur. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. Le gouvernement algérien a déclaré mardi que les incendiaires étaient responsables de dizaines d'incendies de forêt qui ont tué 6 personnes et détruit des maisons à l'est de la capitale. Des panaches de fumée s'y sont échappés de la forêt de la région de Tizi Ouzou. Les habitants ont utilisé des branches d'arbres et projeté de l'eau à partir de conteneurs en plastique pour tenter d'éteindre les flammes. Plusieurs maisons ont été incendiées et des familles s'enfuyaient vers des hôtels et des auberges de jeunesse, ont déclaré des témoins. Le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud a déclaré qu'une enquête serait ouverte pour identifier les personnes à l'origine des incendies alors qu'il portait le nombre de morts à 6. Les pompiers et l'armée tentaient toujours de contenir les flammes et Beldjoud a déclaré que la priorité était d'éviter plus de victimes. Il s'est engagé à indemniser les personnes concernées. 3 jours avant que les Zambiens ne se rendent aux urnes pour une élection qui s'annonce très disputée, l'opposition fait profil bas alors que les affiches électorales recouvrent la capitale zambienne Lusaka avant le vote de jeudi. L'armée a été déployée après des violences sporadiques entre les partisans du Front patriotique du président Edgar Lungu et ceux du Parti uni pour le développement national UPND, du leader de l'opposition Hakainde Hichilema dans certaines parties du pays. Écoutons les propos de Justine Nzama, vendeuse au marché de la ville de Lusaka. Je vais voter pour le PF parce que le PF fait beaucoup de choses. Ils construisent des écoles, des collèges, des hôpitaux, des universités et des marchés, et même des routes. C'est pour cela que nous voulons le PF parce que le PF continue à travailler. Il travaille dur ici en Zambie. C'est pour ça que nous aimons le PF. Parce qu'il est un président pacifique. Pas de confusion. C'est pour cela que j'aime Lungu. Il y a toujours la paix. Il n'y a pas d'effusion de sang. Anita Chabala, bénévole de l'UPND, se prononce sur les bienfaits du vote. C'est très important de voter parce que si nous votons, nous assurons notre avenir et celui de notre génération. Oui, parce que si nous votons pour Hakainde Hichilema, nous aurons plus d'emplois pour les jeunes et l'éducation sera valorisée. Chaque problème doit avoir une solution. Et le problème auquel nous sommes confrontés en ce moment est un problème de mauvais leadership. C'est un problème de mauvaise gouvernance et si les gens sont intimidés et restent chez eux sans voter,
alors nous ne changerons pas le statu quo. Par conséquent, nous devons braver les intimidations, nous devons braver la violence et aller voter en nombre afin de changer la situation actuelle. Des manifestants anti-vaccins se sont affrontés avec la police devant un ancien siège de la BBC dans l'ouest de Londres lundi 9 août. Vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Les manifestants manifestaient contre l'utilisation de passeports vaccinaux COVID-19 et les enfants recevant des vaccins contre le coronavirus. Selon Paul Brown, qui a publié la vidéo sur Twitter, il est apparu que les manifestants visaient la couverture médiatique de la société selon un article paru dans The Guardian. Malgré le déménagement de la majorité des opérations de la BBC du bâtiment White City il y a 8 ans, il a déclaré que la chambre commerciale de la société louait toujours des studios dans l'établissement. La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré mardi 10 août qu'elle soutenait la mise en œuvre d'une loi de la Chine continentale dans l'ancienne colonie britannique pour répondre aux sanctions étrangères. Le signal le plus fort à ce jour que la ville est sur le point d'adopter la législation. Cependant, Lam a déclaré qu'elle préférait que la loi soit introduite par la législation de Hong Kong plutôt que par la législation de Pékin. Une promulgation locale clarifierait mieux le cadre juridique de la mise en œuvre, a-t-elle déclaré, ajoutant que Pékin l'avait déjà consulté. En vertu de la loi chinoise adoptée en juin, les personnes ou entités impliquées dans l'élaboration ou la mise en œuvre de mesures discriminatoires à l'encontre des citoyens ou d'identités chinois pourraient être inscrites sur la liste des anti-sanctions du gouvernement. Des individus pourraient alors se voir refuser l'entrée en Chine ou être expulsés, voire leur avoir saisi ou gelé, ou être empêchés de faire des affaires. La loi continentale revient alors que les États-Unis et l'Union européenne intensifient la pression sur la Chine concernant le commerce, la technologie, Hong Kong et la région extrême ouest du Xinjiang. Les critiques ont averti que l'adoption de la loi par Hong Kong pourrait nuire à sa réputation de plaque tournante financière mondiale. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Joliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Joliba TV News. Joliba Evening News.